La série de cours débutée l'an dernier s'intitule « La Mésopotamie sous les successeurs de Hammurabi ». L'enquête avait porté à l'automne 2018 sur le règne de son fils Samsu-iluna, et je voudrais au passage vous indiquer une très bonne nouvelle. L'inscription inédite de Samsu-iluna, à laquelle j'ai fait référence plusieurs fois l'an passé, en déplorant qu'elle demeure inédite, va être publiée en 2020 dans le numéro 114 de la revue d'Assyriologie par Mark Whedon, à partir des papiers inédits du regretté Wilfred George Lambert. Nous allons prolonger cette année l'enquête en étudiant ce qu'on appelle l'époque paléo-babylonienne tardive, c'est-à-dire le grand siècle qui s'étend de la mort de Samsu-iluna en 1712 jusqu'à la chute de la première dynastie de Babylone en 1595 avant Jésus-Christ, période de 117 ans qui compte 4 règnes. Abi-Eshour, qui a régné pendant 28 ans, son fils Amiditana pendant 37 ans, le fils de celui-ci, Amid-Saduqa, pendant 21 ans, le dernier roi de la dynastie étant Samsu-ditana, qui, selon la chronologie traditionnelle, a régné pendant 31 ans. Traditionnellement, la chute de la dynastie est considérée comme décrite par une chronique babylonienne récente, selon laquelle les armées hittites envahirent la Babylonie. Je cite, « Au temps de Samsu-ditana, les Hittites marchèrent sur Akkad », ce qui est une façon de désigner Babylone. On considère en général que ce raid mit fin au règne de Samsu-ditana, et du même coup à la dynastie. Ce sont les Kassites qui profitèrent du vide ainsi créé, le trône de Babylone étant pour plusieurs siècles occupé par des souverains issus de ce peuple. Je voudrais aujourd'hui commencer par une approche historiographique de la façon dont cette époque paléo-babylonienne tardive a été traitée par les assyriologues. Je décrirai ensuite les principales sources dont dispose l'historien avant d'esquisser le cadre événementiel général de cette période. Grandeur et décadence des civilisations, voilà un thème qui a eu une grande fortune historiographique depuis les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence de Montesquieu de 1734. On peut ensuite mentionner l'ouvrage monumental de Gibbon, Le déclin et la chute de l'Empire romain, paru en 6 volumes, de 1776 à 1788, et puis la problématique s'est bien entendu transformée par la suite, comme le montre par exemple le titre de la conférence de Max Weber en 1896, qui s'interrogeait sur les causes sociales du déclin de la civilisation antique, et la bibliographie sur le sujet est aujourd'hui considérable. Au-delà du cas paradigmatique de la chute de l'Empire romain, on peut citer Byzance, grandeur et décadence de Charles Dill, un livre paru en 1920, ou encore Grandeur et décadence de la civilisation maya de Eric Thompson en 1958, et on pourrait prolonger la liste, mais peu importe. Ce rapide tour d'horizon montre à quel point la biologie a plus ou moins consciemment influencé notre représentation de l'histoire des civilisations, avec l'idée d'une naissance, d'une période de croissance, de maturité, puis de déclin avant qu'elle ne disparaisse, et ce schéma est bien entendu à remettre en cause. Alors, en ce qui concerne la Mésopotamie, c'est l'agonie ultime de cette civilisation qui a généralement retenu l'attention. On s'est notamment attaché à dater le dernier texte cunéiforme. Pendant longtemps, c'est une tablette datée de 75 après Jésus-Christ qui a détenu le record. Mais depuis, Markham Geller est allé plus loin. Dans un article de 1977, il a formulé l'hypothèse que le cunéiforme pourrait avoir survécu jusqu'au IIIe siècle de notre ère, lorsque les Perses sassanides s'emparèrent de Babylone et mirent définitivement fin au culte traditionnel. Mais ce n'est pas cette thématique qui retiendra notre attention cette année. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire de la Mésopotamie, telle qu'on la représente généralement, a été marquée par plusieurs cycles de croissance et de déclin. On peut évoquer au IIIe millénaire la chute d'Agadé, qui clôtura l'aventure impériale inaugurée par le roi Sargon, ou encore la chute d'Ur, qui mit un terme à la troisième dynastie
vers 2004. Et en ce qui concerne le deuxième millénaire, la césure principale est constituée par la fin de la première dynastie de Babylone en 1595 avant Jésus-Christ, toujours selon la chronologie moyenne. On ne peut pas dire que les chutes d'Akkad ou d'Ur ont été aussi marquantes que la chute de Babylone. Ce sont des péripéties politico-militaires, mais qui n'ont pas été suivies par une longue période dépourvue des témoignages écrits. En revanche, la chute de Babylone en 1595 semble avoir marqué une rupture plus forte. Alors, le problème, c'est qu'on s'interroge encore sur la chronologie absolue. Cette chute de Babylone a-t-elle vraiment inauguré un âge obscur d'un siècle et demi dont aucun texte écrit nous serait parvenu, comme le donne à penser la chronologie dite moyenne, qui est celle que je conserve tant qu'on n'aura pas fait la preuve qu'une autre est meilleure. Mais certains ont proposé que la chronologie doit être raccourcie, ce qui réduirait cette phase de silence des sources à simplement un demi-siècle, comme l'avait proposé Hermann Gasch. Et il est encore trop tôt pour trancher le débat de façon sûre. J'ai mis quelques éléments bibliographiques sur l'écran, mais il y en a encore beaucoup d'autres et l'incertitude continue à régner. En tout cas, quelle que soit la durée de la période dépourvue de texte, elle a au minimum existé pendant plusieurs décennies et elle n'est certainement pas due simplement au hasard des découvertes avant que les textes datés des rois kassites ne commencent à prendre le relais. Quoi qu'il en soit de ces découpages forcément arbitraires et de ces problèmes de chronologie absolue, la période paléo-babylonienne tardive constitue sans doute la première fois où l'on peut analyser dans le détail ce qui est généralement présenté comme une phase de déclin de la civilisation mésopotamienne. Et une de nos tâches sera de voir si l'on peut démêler les causes internes des causes externes qui ont conduit à la chute de Babylone. Mais la question sera plus radicalement de voir si on a véritablement affaire à un déclin. Il pourrait bien s'agir en effet d'une vision téléologique liée au fait que nous savons que la première dynastie de Babylone a pris fin en 1595. Et je me rappelle la leçon de Marie Benabou quand j'étais étudiant en licence d'histoire à Paris 1. Il ne faut pas lire l'histoire du XVIIIe siècle français en chaussant les lunettes de la Révolution, n'arrêtait-elle pas de nous marteler? Eh bien, nous devons garder présent à l'esprit cette mise en garde méthodologique et étudier la période paléo-babylonienne tardive sans être obsédé par la question des causes de la chute de Babylone. Comme je l'ai déjà indiqué, cette période donc a couvert un peu plus d'un siècle et elle a pendant longtemps été négligée par les historiens. Et une des raisons de cette situation, c'était le relativement faible nombre de textes publiés par rapport aux périodes antérieures, jusqu'à récemment. Et cela, c'est la conséquence de choix effectués dans les musées, parce que les tablettes paléo-babyloniennes tardives sont plus difficiles à déchiffrer que les tablettes plus anciennes à cause d'une écriture de plus en plus cursive. Et donc, spontanément, les premiers déchiffreurs des tablettes paléo-babyloniennes ont préféré publier des tablettes mieux écrites, plus faciles à comprendre, gardant pour plus tard les tablettes dans cette écriture complètement penchée, pas facile à déchiffrer, mais la situation a heureusement changé ces dernières décennies. Si j'ai choisi 1958 comme date de départ des considérations historiographiques qui vont suivre, c'est parce que c'est l'année où Krauss a fait paraître son livre sur l'édit d'Amit-Saduqa, qui marqua vraiment un tournant. Cet assyriologue a réussi à reconstituer presque complètement le texte d'un édit de justice, de Misharum, comme on dit en babylonien, que l'avant-dernier roi de la première dynastie promulgua à son avènement en 1646. Son principal manuscrit était un inédit du musée d'Istanbul, où il avait travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale,
Et son commentaire du texte le conduisit à des investigations très complètes sur l'économie et l'administration du royaume de Babylone à cette époque, qu'il prolongea dans différents articles. Pendant les années qui suivirent, il y eut essentiellement deux spécialistes des textes paléo-babyloniens tardifs. D'un côté, Krauss, qui était professeur à Leyde, et qui était de 12 ans plus âgé que Finkelstein, qui lui était professeur à Yale. Donc, en 1958 parut le livre de Krauss sur les dynamites Saduqa, et Finkelstein en rendit compte dans un important compte-rendu en forme d'article un peu plus tard. En 1965, les deux auteurs firent paraître deux articles simultanés sur des aspects différents de la Misharum dans les mélanges Landsberger. Puis en 1969, Finkelstein publia dans la revue d'Assyriologie un nouvel exemplaire de Lady Hamid Saduqa qu'il avait découvert dans les réserves du British Museum. Et en 1972, toujours Finkelstein publia environ 538 nouveaux textes dans YOS 13, ce qui d'un coup a augmenté de 50% le nombre de textes jusqu'alors disponibles pour étudier cette période. Et la dernière date que j'ai retenue, c'est 1984, le moment où Krauss réécrivit complètement son ouvrage de 1958 sous le titre « Les ordonnances royales à l'époque paléo-babylonienne ». Alors, si l'on tente une sorte de bilan, on peut dire que Krauss, par tempérament, n'était pas un homme de synthèse, mais qu'il a produit des contributions essentielles. Finkelstein a publié des textes très importants en qualité et en qualité, en quantité et en qualité. Il aurait peut-être écrit un ouvrage plus général sur cette période qu'il connaissait très bien, mais malheureusement, il est mort prématurément à l'âge de 52 ans en 1974, et donc il n'a pas eu le temps, éventuellement, d'écrire ce travail qu'on peut supposer. C'est un élève de Finkelstein, Norman Yoffe, qui a essayé d'écrire l'histoire administrative de la période. Il a soutenu sa thèse à Yale en 1973 sous la direction donc, de Finkelstein, qui est mort l'année d'après, et il en a tiré un livre qui a été publié en 1977, intitulé « Le rôle économique de la couronne à l'époque paléo-babylonienne ». Le titre a une portée très générale qui ne correspond pas vraiment au contenu, qui porte essentiellement sur la période paléo-babylonienne tardive. Et Yoffe s'est appuyé beaucoup sur les nouveaux textes que son directeur de thèse, Finkelstein, venait de publier sous forme de copie dans YOS 13. Alors, on a un chapitre 1 qui est de nature méthodologique, où Yoffe fait l'apologie de la reconstitution de ce qu'il appelle des archives artificielles, c'est-à-dire le regroupement, grâce à la prosopographie, de documents qui ont vraisemblablement formé une unité archivale dans l'Antiquité, mais qui ne peut être que reconstituée, puisqu'on a affaire à des tablettes issues de fouilles irrégulières dispersées entre différentes collections, et notamment celle de Yale. Et ensuite, il a une série de 3 monographies. Le chapitre 2, qui est centré sur un individu très important, Utul-Ishtar, dont la carrière et les activités sous Amiditana et Hamid Saduqa sont reconstituées. Le chapitre 3 étudie le titre de Abid Sabim, qui est très bien attesté pendant la période paléo-babylonienne tardive, et essaye de reconstituer les activités des individus qui portaient ce titre. Même chose au chapitre 4 pour un autre titre qui est celui de Muerum, on y reviendra par la suite. Et enfin, le chapitre 5 constitue la conclusion où l'auteur explicite les conséquences méthodologiques de son travail. Cet ouvrage avait le mérite d'attirer l'attention sur une période et des textes trop négligés, mais il n'était pas sans défaut. J'en ai rendu compte dans un compte-rendu en forme d'article publié en 1980. En gros, je lui adressais 2 reproches principaux. D'abord, sa faiblesse philologique, avec des erreurs dans l'édition des textes qui conduisaient parfois Yoffe à écrire des contre-vérités. Et puis, je lui reprochais
généraliser à l'excès à partir de dossiers limités, en leur faisant dire beaucoup plus que ce qu'on pouvait raisonnablement en tirer, et en négligeant d'autres textes qui n'allaient pas dans le sens de ces hypothèses. Alors la revue a cru devoir publier une réponse de Ioffe en 1982, et donc en préparant ce cours, j'ai eu la curiosité de relire mon article d'il y a 40 ans. Je serais peut-être un peu moins virulent aujourd'hui, mais je dois dire que sur tous les points sur lesquels portait ma critique, je n'ai rien trouvé à retirer, et dans bien des cas, la documentation publiée depuis a confirmé les interprétations que je suggérais. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, il y a eu ensuite des découvertes d'archives paléo-babyloniennes tardives effectuées dans de bonnes conditions, avec des fouilles bien contrôlées. Celle d'Urutu à Tel Edder en 1975, celle de Haradoum en 1980, j'y reviendrai tout à l'heure, mais elles n'ont donné lieu à des publications que bien des années après, et il a fallu attendre la fin des années 1990 pour disposer à nouveau de travaux autres que des publications de textes ou des études circonscrites à un problème particulier. Il s'agit de deux thèses bien différentes qui ont été soutenues respectivement par Rosel Pientka et Seth Richardson. Alors on a d'abord la thèse qui a été soutenue à Marbourg par Rosel Pientka en 1995 et qui a été publiée 3 ans plus tard dans la collection Imgula, volume 2, en 2 tomes, l'histoire paléo-babylonienne tardive, d'Abi Yeshur à Samsou d'Itana, source, nom d'année, histoire. Rosel Pientka semble avoir voulu au départ écrire une histoire de la fin de la première dynastie de Babylone, donc d'Abi Yeshur à Samsou d'Itana, et puis, chemin faisant, elle s'est rendue compte qu'on ne pouvait pas écrire véritablement une synthèse, faute de sources suffisamment abondantes et équilibrées. Alors, ça n'est pas que les textes manquent, puisqu'elle en a recensé plus de 1700, mais on y reviendra, des inscriptions royales qui sont très rares, une absence presque totale d'événements dans les noms d'années de cette période, qui rendent très difficile, et encore plus donc il y a 20 ans, d'écrire une histoire politique, même réduite à un simple canevas. D'où l'organisation de son livre, avec une introduction qui décrit l'évolution du royaume de Babylone sous Hammurabi et Samsu-Iluna, puis une première partie qui est consacrée aux formules des noms d'années des 4 rois de la première dynastie de Babylone. Ensuite, on a un chapitre 3 qui est consacré à l'analyse de la langue sumérienne telle qu'on la trouve dans les documents de cette époque. Un chapitre 4 qui étudie la survie des traditions de la Babylonie du Sud. On y reviendra là encore en raison de l'exil d'une partie de la population vers le nord. Le chapitre 5 est consacré à l'exploitation des données des noms d'années. Le chapitre 6 aux édits de Misharum et aux crises économiques qui ont rendu nécessaire la promulgation de ces édits par les rois. Et puis le chapitre 7 s'achève logiquement par l'étude des menaces extérieures, notamment celle des Kassites. La seconde partie présente les documents en fonction des sites, et c'est un travail considérable et extrêmement utile. Rosel Pientka a recensé 1719 textes, dont la très grande majorité issus de fouilles non documentées, et donc l'attribution de telle ou telle tablette à tel ou tel site dépend d'études prosopographiques fouillées auxquelles elle s'est livrée, et elle a par ailleurs essayé autant que possible d'intégrer les nombreux textes non datés, ou bien qui, en raison de lacunes, ont perdu leur texte. Jamais jusqu'alors un travail de recensement n'avait été entrepris et personne ne s'était aventuré à donner le nombre de textes de cette période. Alors on a une distribution géographique, donc avec un chapitre consacré au texte de Babylone, un autre consacré à Sipar Babylone, parce qu'il y a des moments où il est difficile de distinguer les deux, un chapitre pour Kish, un chapitre pour le petit site de Tsupur-Shubula, un autre sur Dilbat, un sur Sipar et un sur Tel Eder, et puis les textes dont la provenance ne peut pas être établie.
Donc un ouvrage extrêmement utile qui contient beaucoup d'informations et d'analyses poussées, mais qui n'offre pas d'image d'ensemble de la période. La thèse de Seth Richardson est très différente. On peut en traduire le titre ainsi: l'effondrement d'un État complexe, une réévaluation de la fin de la première dynastie de Babylone, 1683-1597 avant Jésus-Christ. Alors, il faut noter d'abord que ce travail n'a pas été révisé pour être publié sous la forme d'un livre, donc il est accessible simplement sous la forme d'un document électronique qui reproduit la thèse telle qu'elle, et donc il n'y a pas eu de recension. Alors c'est une situation qui est un peu gênante dans la mesure où l'auteur, dans ses travaux postérieurs, constamment renvoie à sa thèse comme s'il s'agissait d'un livre publié. Elle comprend deux parties, la première qui est consacrée à l'histoire et la seconde à la publication de textes inédits. Le premier volume comprend 7 chapitres, un qui est consacré à l'étude de la chute de l'État paléo-babylonien tardif. Ensuite, on a un chapitre qui essaye de trouver les matériaux pour l'enquête en regroupant un certain nombre d'archives. Le chapitre 3 étant plus particulièrement consacré à l'analyse des documents administratifs. Et ensuite, on a 3 petites, enfin, pas si petites que ça d'ailleurs, 3 monographies particulières. La reconstitution des archives d'un devin dans la ville de Koulizoum. Ensuite, les archives de 2 brasseurs. Et au chapitre 6, la reconstitution des archives de 2 personnages qui vivaient à Sipar Yarurum. Et dans le chapitre 7, eh bien, on a une série d'études plus générales consacrées aux marchandises et aux salaires, aux crises économiques, à la taxation des récoltes et à la question des troubles dans les campagnes. Et puis le volume 2 contient la transcription des textes sur lesquels reposent notamment les chapitres 3 à 7. Alors, quand on lit l'avant-propos, on comprend quelle a été la démarche de Richardson. Il a commencé par passer 1 an au British Museum, où il a transcrit environ 1 millier de tablettes paléo-babyloniennes tardives encore inédites. Puis ensuite, la question qui s'est posée, c'est quoi faire avec ce trésor. Et donc, il en a tiré un certain nombre de dossiers intéressants, mais ceci explique le caractère un petit peu décousu de sa thèse. Dans sa conclusion, il présente une nouvelle explication de la chute de la première dynastie, qui me paraît un peu plus inspirée par les travaux récents sur la chute de Rome que par les données babyloniennes elles-mêmes. J'aurai l'occasion d'y revenir. Comme je l'ai indiqué, sa thèse est donc restée inédite, mais il en a tiré un livre de publication de textes et différents articles. Et puis, il faut signaler également qu'il avait mis en ligne une base de données qui s'intitulait donc LOBPNI, c'est-à-dire Index des noms de personnes d'époque paléo-babylonienne tardive, qui allait donc d'Amiditana jusqu'à Samsu-Ditana, mais qui n'est plus disponible depuis déjà plusieurs années. Depuis 2002, il faut bien sûr mentionner la grosse synthèse sur l'époque paléo-babylonienne, mais qui porte sur la totalité de la période, que j'ai rédigée avec Dietz Otto-Edzard et Martin Stoll. Mais je dois là encore souligner que le livre paru en 2004 contient des contributions qui, en fait, avaient été rédigées dans les années antérieures, de sorte que, sur beaucoup de points, la documentation est maintenant périmée. Et de nombreuses études sont parues depuis cette date, parfois accompagnées de publications de textes. On les utilisera chemin faisant. Alors, arrivé à ce point, il faut revenir sur la délimitation chronologique de la période. Le consensus, tel que l'avait suivi Roselpienka dans sa thèse, consiste à regrouper sous le vocable de paléo-babylonien tardif les 4 derniers souverains de la première dynastie de Babylone, donc Abi-Eshur, Amiditana, Amid-Saduqa et Samsu-Ditana. Il y a eu 2 voix dissonantes qui se sont élevées. La mienne d'abord, dans la recension du livre de Roselpienka,
j'avais proposé d'inclure la seconde moitié du règne de Samsu-Iluna, à la fois pour des raisons géopolitiques, la perte du Sud, et aussi en fonction d'un certain nombre d'évolutions, notamment dans l'écriture des textes. Mais j'ai reconnu que les raisons pratiques invoquées par Roselpienka pouvaient tout à fait se comprendre. Simplement, il ne faut pas considérer que 1711 constitue véritablement une coupure. On en verra dès la semaine prochaine un bon exemple. Seth Richardson, de son côté, a été encore plus restrictif parce qu'il a écarté le règne d'Abieshur, on y reviendra tout à l'heure, et donc ce qu'il appelle le LOB, Late Old Babylonian, pour lui, ce sont simplement les 3 derniers rois, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Autre problème de définition, la délimitation spatiale. On a une différence essentielle avec l'époque d'Hammurabi et Samsu-Iluna, c'est le fait que les sources extérieures au royaume de Babylone sont extrêmement limitées. Au sud, eh bien, ceux d'entre vous qui ont suivi le cours de l'année dernière se rappellent que tout le sud qui avait été conquis par Hammurabi a été perdu par son fils Samsu-Iluna en 2 temps. D'abord, dans l'an 12, toute la région de Ur, Uruk, Larsa, et ensuite, à partir de l'an 30, la région d'Isin et de Nippur. Et on sait que le pouvoir a été exercé dans cette région par une dynastie qui est décrite dans les sources comme celle du Pays de la Mer, mais les textes datés des rois de cette dynastie que nous possédons sont juste postérieurs à la chute de Babylone en 1595 et proviennent malheureusement en bonne partie de fouilles clandestines. Le plus gros a été publié par Stéphanie Dallet en 2009 et a fait l'objet de travaux récents d'Odette Boivin, notamment sa thèse publiée en 2018. Et il y a des textes qui proviennent heureusement de fouilles régulières de Tel Khayber, mais pour lesquelles, pour l'instant, on ne dispose que de données préliminaires. À l'ouest, on a la région du Moyen-Euphrate, dont vous vous rappelez qu'elle a fait sécession par rapport au royaume de Babylone vers l'an 8 de Samsu-Iluna, avec une nouvelle dynastie qui a repris l'héritage des rois de Mari. Ces souverains se considéraient sans doute comme rois du pays de Hana, même si le titre n'est attesté qu'après 1600. Généralement, on considère que leur capitale est à Terka, mais ça n'est pas une complète certitude. Au-delà, vers l'ouest, on a le royaume d'Alep, qui est surtout connu grâce aux textes découverts sur le site d'Al-Alar. Du côté de l'est, on a le royaume d'Eshtuna, mais qui n'a pas donné de documentation pour cette période. Et le nord, pour cette époque, est en grande partie terra incognita. On verra une heureuse exception tout à l'heure. Alors, si on veut maintenant dresser un bilan des sources, eh bien, on peut distinguer de manière classique entre textes commémoratifs, documents d'archives et finalement les textes littéraires et scolaires avec une disproportion numérique considérable entre ces 3 types. Pour les textes commémoratifs, on va distinguer donc entre les noms que les rois donnaient à chacune de leurs années de règne et qui servaient à dater les documents, et puis ce qu'on appelle généralement des inscriptions royales. Celles-ci sont très peu nombreuses pour cette période, et ceci ne peut être tenu comme la conséquence du hasard, surtout quand on compare avec le nombre considérable de documents d'archives pour la même période. Alors on pourrait interpréter la diminution du nombre de ces inscriptions comme le signe que la politique de grands travaux n'a pas eu le même rythme qu'aux heures glorieuses de Hammurabi et Samsu-Iluna. Ce qui reste, c'est la commémoration par Abieshur de la restauration d'une sorte de résidence secondaire dans une ville qui s'appelle l'Uraya, qui avait été construite par son grand-père Hammurabi. Par la suite, Amiditana a célébré la reconstruction du mur de Babylone et la construction d'une place forte à laquelle il a donné son nom.
Et pour finir, on a une inscription de Ammitsaduqa lorsqu'il a voué à la déesse Ishtar la statue d'une divinité protectrice, à la suite d'une victoire sur laquelle on n'en sait pas plus. Et pour Samsu-Ditana, nous n'avons tout simplement rien. Un bilan donc qui est des plus maigres, alors même que les constructions n'ont pas manqué, car il faut ajouter au témoignage de ces rares inscriptions commémoratives celui des noms d'années qui est malgré tout plus loquace. Alors, comme vous le savez, le compute du temps par dénomination des années pose un problème puisqu'on ne peut facilement retrouver l'ordre chronologique des formules que si on possède des listes. Celles-ci ont été conservées pour les 3 derniers rois, Amiditana, Amitsaduqa et Samsu-Ditana, mais pour Abi-Eshour, on a malheureusement de grosses lacunes qui rendent incertaine la reconstitution de Götze de 1951, qui a été complétée par Horsnell en 1999. Et c'est pour cette raison que Richardson a écarté le règne de Abi-Eshour de son travail, ce qui est évidemment une raison un peu misérable. Ce qu'on peut espérer, au contraire, c'est à partir de l'étude des textes, arriver à reconstituer l'ordre des noms d'années, et des progrès ont pu être faits ces dernières années, on le verra. Globalement, on a beaucoup plus de noms d'années à contenu commémoratif que de formules qui rappellent un événement politico-militaire. Donc la commémoration de construction de monuments religieux, comme un temple pour Nana à Babylone qui s'appelle Ekishnugal, la construction, ou la reconstruction plus exactement, du mur du cloître des religieuses Naditum à Sippar, et enfin des travaux dans la ziggourate de Sippar sous Amitsaduqa. On a aussi la construction d'un certain nombre de forteresses, celle de Dur-Abi-Eshour sur le barrage du Tigre, on y reviendra la semaine prochaine. On a également un endroit qui s'appelle Mashkal Amiditana sur l'Euphrate, Karchamash sur l'Euphrate et Dur-Amiditana sur une rivière qui s'appelle Silakoum, tout cela sous Amiditana, et on doit y ajouter une deuxième forteresse appelée Dur-Amiditana, et enfin on a une forteresse appelée Dur-Amitsaduqa. On a également des travaux hydrauliques. Le creusement d'un canal par Abi-Eshour, son barrage sur le Tigre, le creusement d'un canal qui s'appelle Zoubi, et puis 2 canaux sous Amiditana et sous Amitsaduqa. Par ailleurs, on ne peut manquer d'être frappé par une inflexion dans la thématique des formules des noms d'années, puisque la place des événements militaires y est réduite à la portion congrue, de sorte que, comme je l'ai déjà indiqué, il est pratiquement impossible d'écrire une histoire politique un tant soit peu continue de la période. Sur les 117 années que nous avons, eh bien, seulement 5 noms célèbres des activités militaires. Il y en a 3 sous Abi-Eshour, on y reviendra en détail la semaine prochaine, et on en a 2 sous Amiditana. Tout ceci laisse à penser que la période n'a pas été grandiose, aussi bien du point de vue des réalisations architecturales que du point de vue de l'histoire militaire, et on ne doit donc pas se laisser tromper par la titulature ronflante de ces rois, comme celle qui débute l'inscription commémorative de la muraille de Babylone par Amiditana, je cite, « Je suis Amiditana, roi fort, roi de Babylone, roi de la totalité, roi de Sumer et d'Akkad, tu parles, Sumer, il n'y en a plus rien, roi de tout le pays amorite, je suis le descendant de Soumulael, le fils du grand héros Abi-Eshour, je suis le favori du dieu Enlil, le bien-aimé de la déesse, et puis ensuite c'est cassé. C'est une titulature manifestement héritée d'un passé glorieux, puisqu'elle imite les inscriptions que Hammurabi rédigea à la fin de son règne, notamment avec le titre de « roi de tout le pays amorite », mais elle cache, tant bien que mal, la diminution de la puissance des rois de Babylone, conséquence directe du rétrécissement de leur royaume. Pour ce qui est des documents d'archives,
Pendant longtemps, les textes ont surtout été ceux qui étaient publiés dans les grandes séries des principaux musées, Cuneiform Text pour le British Museum, la série des VS pour le musée de Berlin, des TCL pour le Louvre, des BE et des PBS pour Philadelphie, etc. Il s'agissait, dans tous les cas, de volumes de copies avec au mieux un catalogue et des index, mais ces volumes ne formaient pratiquement jamais une unité circonscrite aux textes paléo-babyloniens tardifs. On avait des textes assez mélangés. J'ai déjà évoqué le retentissement considérable qu'eut en 1972 la parution d'YOS 13. D'un coup, Finkelstein mettait plus de 500 textes paléo-babyloniens tardifs conservés à Yale, pour la plupart, à la disposition de la communauté. Le livre suscita plusieurs comptes rendus, notamment celui de Martin Stoll, qui a livré une analyse succincte mais très utile des principaux dossiers auxquels ces tablettes appartiennent. Selon la tradition des YOS, le tome 13 comporte un catalogue, des index, des copies, mais pas d'édition des textes, et certains groupes de textes ont été édités par d'autres auteurs dans les années qui suivirent, comme Norman Yoffe dans son livre sur le rôle économique de la couronne, déjà cité, celui de Francesco Pomponio sur les contrats de location de champs, ou encore la trentaine de lettres qui ont été éditées par Stoll dans le tome 9 de la série ABB. Mais c'est seulement fin 1913 que la totalité des textes ont été disponibles grâce aux transcriptions de Rosel Pienka qui ont été mises en ligne sur le site d'Archibab. Alors, si on essaye maintenant de prendre une vue d'ensemble quantitative de la documentation, j'ai déjà indiqué que Rosel Pienka avait, en 1998, repéré 1719 textes publiés, datés ou datables de la période paléo-babylonienne tardive. Depuis, personne n'a poursuivi l'inventaire, et donc je l'ai fait pour préparer ce cours. On a 7 recueils principaux dans lesquels un total de 700 textes nouveaux ont été publiés depuis le livre de De Kir, les 2 livres de De Kir de 96-97 qui n'ont pas été inclus par Rosel Pienka parce qu'ils sont parus pendant qu'elle préparait son livre pour la publication. Ensuite, on a un recueil de Berlin, des textes provenant des fouilles de Raradoum, le volume QSAS 8, les textes de Richardson, encore un autre volume des textes du British Museum et le volume QSAS 29. Et puis, on a 38 publications dispersées dans lesquelles on trouve de 1 à 19 textes qui font un total de 135 textes, ce qui donne donc un total de 835 textes, c'est-à-dire que depuis que Rosel Pienka a fini son ouvrage, on a à nouveau une augmentation de 50% de la documentation en 20 ans. Et un total donc de plus de 2550 textes désormais disponibles. Et tous les textes publiés depuis 1998, pratiquement, en tout cas en très grande majorité, sont disponibles sur Archibab. Alors d'un côté, on pourrait dire que ça n'est pas un nombre très considérable, puisque c'est à peu près le même chiffre qu'on avait pour le seul règne de Samsu-Iluna. Mais évidemment, il faut tenir compte de la géographie. Pour Samsu-Iluna, on avait tous les textes du sud, ceux de Our, ceux de Larsa, ceux d'Uruk, ceux d'Issin, de Nippur. Tous ces sites-là n'ont plus livré aucun texte pour la période. Il reste aussi beaucoup d'inédits. Et ces chiffres ne sont pas tout à fait complets, car il faudrait rajouter pas mal de lettres. Les lettres n'étant jamais datées pratiquement, eh bien, il est difficile de leur attribuer une date, et pour cela, il faut combiner une approche paléographique, philologique et prosopographique, et donc les chiffres que je vous ai indiqués là sont certainement à augmenter. Malgré tout, plus de 2500 textes, c'est pas mal si vous songez par exemple que la totalité des textes d'archives de l'époque médio-assyrienne, pour la deuxième moitié donc, du deuxième millénaire, en Mésopotamie du Nord, est inférieure à 2500.
Une documentation importante, donc, qui s'est récemment beaucoup accrue, et donc je vais en donner le détail en commençant par des indications sur les fouilles, sur les textes issus de fouilles documentées. Alors, on a Babylone, les deux Sipar, Kish, Dilbat et au nord-ouest, Haradoum. Donc, ça fait seulement 5 sites. Pour Babylone, les fouilles allemandes de la capitale ont eu lieu jusqu'en 1917, mais le niveau paléo-babylonien n'a été atteint qu'en un seul endroit, qu'on appelle le Merkès, et les couches paléo-babyloniennes à 12 mètres de profondeur seulement, puisque vous avez une occupation postérieure très importante. Et cette situation explique pourquoi il n'y a pas de tablette paléo-babylonienne de Babylone issue de fouilles clandestines sur le site lui-même, parce que le niveau auquel se trouvaient les couches paléo-babyloniennes a préservé ces niveaux des atteintes de fouilleurs clandestins. Le plan publié par Koldewey montre bien que la nécessité de réduire la surface, tout simplement pour atteindre les 12 mètres de profondeur, eh bien, ça fait que ce sont seulement des bribes de maisons qui ont été découvertes. Malgré tout, on a eu des découvertes épigraphiques abondantes, mais il a fallu attendre 1983 pour que débute la publication systématique de ces textes. D'abord les copies par Horst Klengel dans VS 22 de la série des VS, et on a appris tout récemment que Klengel nous a quittés le 25 décembre dernier, et je me suis rendu compte qu'il aurait eu aujourd'hui même 87 ans. Donc ça a été un travail très important, et ensuite il a édité les textes dans des articles de la revue Orientalische Forschungen. Il reste encore beaucoup d'inédits, et même le catalogue de Pedersen de 2005 est encore à compléter. Donc il y a encore du grain à moudre. En ce qui concerne Sipar, vous savez que pendant longtemps, il y avait un consensus qui situait Sipar à Abu Habba, et on considérait qu'il y avait tout autour une série de villes satellites, et c'est sur cette base que Rivka Harris avait rédigé sa synthèse en 1975, mais en 1988, j'ai remis en cause cette façon de voir en proposant qu'il n'y ait eu en réalité que 2 villes qui correspondent aux 2 grands tels de la région, Abu Habba d'un côté, Tel Edder de l'autre, qui sont séparés par à peu près 7 km. Et à l'époque paléo-babylonienne tardive, Abu Habba pratiquement n'est plus désigné que comme Sipar Yahurum, tandis que Tel Edder est désigné comme Sipar Amnanum. Pour Sipar Yahurum, eh bien, on a les travaux très mal documentés de Rassam, la campagne de Sheil de 1898, et ensuite on a eu des fouilles irakiennes très régulièrement depuis 1978, mais malheureusement l'essentiel des textes exhumés reste inédit, et je dois en particulier signaler la 24e campagne en 2002 qui a permis la découverte d'environ 700 tablettes d'époque paléo-babylonienne tardive en 3 lots, et le 3e contient 72 lettres adressées par le roi Amilditana à un certain Litib Libbachou, qui portait le titre de barbier du roi, et pour l'instant, on n'a que 3 lettres qui ont été publiées provenant de cette découverte. Pour Sipar Amnanum, donc le site actuel de Tel Edder, eh bien, l'essentiel a été fourni par les fouilles belges qui ont conduit à la découverte des archives d'Urutu en 1975. Il y a déjà eu beaucoup de publications, mais on est encore loin d'avoir la totalité des quelques 2000 tablettes qui ont été découvertes. À Kish, on a 2 tels, Tel Oheimir à l'ouest et Tel Inrara à l'est. Il y a eu les fouilles de Genouillac avant la Première Guerre mondiale, les fouilles anglo-américaines entre les 2 guerres, sur lesquelles Margaret Gibson et Murray ont écrit 2 ouvrages.
Et puis, les Japonais devaient reprendre le site, mais tout s'est arrêté en 1990, juste après qu'ils aient construit une superbe maison de fouilles que j'ai pu voir en 1998. Malheureusement, donc, toujours pas de fouilles modernes de ce site. Après sa thèse, Norman Yoffe s'est lancé dans un projet portant sur la ville de Kish, qui a abouti à la publication de certains textes découverts à Istanbul et d'autres conservés à Oxford et à différents articles. Mais ce projet ne porte pas spécifiquement sur l'époque paléo-babylonienne tardive. On a aussi le site de Dilbat, actuellement Tel Delam, qui a été beaucoup fouillé par les clandestins. Là encore, il y a eu une prospection américaine qui a été effectuée juste avant 1991 et les fouilles qui devaient suivre n'ont pas pu être entreprises, malheureusement. Sur le Moyen-Euphrate, alors sur Dilbat, les études qu'on a portent essentiellement sur les textes donc découverts lors des fouilles clandestines. Sur le Moyen-Euphrate, on a eu toute une série de fouilles liées à la construction d'un barrage à Haditha, et le site le plus éloigné, c'est celui de Rirbet et Diniye, qui a été fouillé par une équipe française entre 1981 et 1986 et qui a permis de découvrir une petite ville au plan très régulier avec pas moins de 116 tablettes qui ont été publiées par Francis Johannes. Et j'ai moi-même analysé l'apport de tous ces textes sur plusieurs sujets importants dans 4 contributions que je serai amené à reprendre lors de différents cours. Et puis, en dehors des limites du royaume de Babylone, il faut mentionner 3 sites syriens sur lesquels je ne donnerai pas aujourd'hui de détails, mais qui ont livré des textes paléo-babyloniens tardifs. Terka sur le Moyen-Euphrate, Al-Alar plus à l'ouest, et également Ebla. On a aussi, et c'est malheureusement la majorité, des textes qui sont issus de fouilles irrégulières ou mal documentées. Donc la grande masse conservée dans des grandes collections que j'ai déjà mentionnées, British Museum, Musée de Berlin, du Louvre, Yale, Philadelphie, et puis dans des collections plus petites, à Manchester, à Genève, à Leyde, etc. C'est de ces collections que proviennent donc les textes des 4 grands sites que j'ai déjà mentionnés, Kish, Dilbat et les 2 Sipar. Et puis il faut ajouter un site plus petit qui s'appelle Tsupur Shubula, à rechercher dans les environs de Kish et sur lequel on reviendra très prochainement. Et puis, il y a des découvertes récentes qui sont liées au pillage des sites irakiens à la suite de la Première et de la Deuxième guerre du Golfe. Pour l'un et pour l'autre, il s'agit d'un site qui se trouve en Turquie. Le premier, donc, c'est Dour-Abiyeshur, un petit tel vraisemblablement proche de Nippur. On a actuellement un peu plus de 300 tablettes qui ont été publiées et qui sont conservées principalement à Ivaka, l'université Cornell, ainsi qu'à Oslo, dans la collection Skoyen, et puis dans d'autres collections plus petites. J'en reparlerai plus en détail dès la semaine prochaine. L'autre site, c'est Tigunanum, avec un statut bien différent, puisqu'on a affaire à un petit royaume sur le cours supérieur du Tigre, sans doute dans la région entre Bismil et Diyarbakır, et un royaume qui était déjà connu par les archives royales de Marie, donc une trouvaille fortuite, qui a conduit au dégagement des archives du palais d'un roi nommé Tuniteshub.
ou encore Tuniya, qui régna au XVIe siècle et qui est contemporain du roi hittite Hattusili Ier. Ce qui est très intéressant à propos de Tigunanum, c'est qu'on a à la fois des documents d'archives, lettres et textes administratifs, et des textes littéraires, notamment des textes divinatoires, et on sera amené à plusieurs reprises à y revenir. Alors en ce qui concerne les textes littéraires et scolaires, on aura une séance qui leur sera consacrée, mais je voudrais ici souligner la difficulté des recherches en la matière, due au fait que trop peu de tablettes ont été retrouvées in situ. Une des exceptions est constituée par la maison du chef lamentateur Urutu Ateledder. Malheureusement, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, il n'y a pratiquement pas de texte littéraire ou religieux qui a été retrouvé dans cette maison, mais on a des textes scolaires qui ont été étudiés par Michel Tenret dans sa thèse publiée en 2002. Le reste se trouve dans diverses collections mêlées à des textes d'autres époques et qu'il n'est pas toujours facile d'identifier comme tels. Alors, on a comme aide l'étude des colophons, dans lesquels les copistes indiquent parfois la date à laquelle ils ont effectué leur travail. Malheureusement, c'est très rare. On verra un très bel exemple avec une copie du mythe de Hatramrasis, le Noé babylonien, qui a été faite à Sippar sous Amisaduqa, avec plusieurs tablettes. Mais par ailleurs, on n'a pratiquement rien, et donc tout repose sur une étude paléographique des tablettes, et là on se heurte à un obstacle qui est celui de la spécialisation du travail, parce que les spécialistes de la littérature ne lisent pas le plus souvent les documents d'archives, et donc n'ont pas le plus souvent à l'œil les caractéristiques graphiques des documents de la période paléo-babylonienne tardive qui permettraient immédiatement de dater en gros certaines tablettes, et donc vous avez des volumes dans lesquels manifestement on a de la littérature sumérienne d'époque paléo-babylonienne tardive, mais les gens qui ont publié ces volumes dans les années 20, je pense à Jean pour les textes du Louvre par exemple, n'ont absolument pas essayé de distinguer les textes en fonction de leur graphie. Je voudrais terminer cette séance d'introduction en esquissant à grands traits le peu que l'on sait des événements politiques de la période, et vous allez voir que ça ira assez vite. Il faut commencer par une remarque préalable très importante, le fait qu'on ait 4 rois en 117 ans, c'est peu. Et donc, a priori, c'est un signe de stabilité. Sur le plan intérieur, il ne semble pas y avoir eu de révolte ou d'usurpation comme il a pu en exister pour d'autres périodes. En revanche, on l'a déjà dit, sur le plan extérieur, cette période paléo-babylonienne tardive n'a pas été marquée par de grandes conquêtes, et les événements militaires qui sont mentionnés semblent être plutôt des actes de contre-attaque qu'autre chose. Alors, c'est ainsi qu'on a vu que Abieshur s'est vanté d'une campagne victorieuse sur le roi d'Eshuna Arushina, mais en réalité, il semble bien qu'il ait stoppé une attaque qui venait de la vallée de la Diyala. On en dira plus la semaine prochaine. Vers le sud, face au pays de la mer, il y a des tentatives peut-être, là encore, de contre-attaque, plus ou moins réussies. On verra en particulier les hauts et les bas de l'histoire de la ville de Nippur, mais in fine, le clergé de cette ville a définitivement dû abandonner la ville de Nippur au début du règne d'Amisaduqa et se réfugier à Dur-Abieshur, donc on a bel et bien un repli. Amiditana, à la fin de son règne, se vante d'avoir détruit une muraille construite par le roi du pays de la mer, Damikilishu, mais là encore, il ne s'agit que d'un épisode assez mineur. Le seul endroit où il pourrait y avoir une reconquête passagère réussie, c'est sur le Moyen-Euphrate, puisque les fouilles de Terka en 1989 ont livré des textes datés d'Amisaduqa et de Samsu-Ditana qui sembleraient attester le fait que ces deux rois ont réussi à se faire reconnaître à Terka, mais il est difficile d'en dire plus puisque les tablettes sont malheureusement toujours inédites 30 ans après leur découverte.
Au total, donc, la Babylonie de cette époque-là correspond géographiquement, plus ou moins, à celle qui était la Babylonie d'Hammurabi au début de son règne, avant la période des grandes conquêtes. Et il est très frappant de constater le décalage entre la réalité et les représentations. Et j'en donnerai seulement un exemple, qui est extrait d'un hymne à la déesse Ishtar et en faveur du roi Amiditana, je cite, « Par son ordre, elle, donc la déesse Ishtar, lui a soumis les 4 régions à ses pieds, l'ensemble de toutes les contrées habitées, elle a attelé à son joug. » Eh bien, là encore, comme du point de vue des titulatures, il est certain qu'on a affaire à une exagération. Le compositeur de cet hymne connaissait manifestement bien les formules à employer dans ce genre de contexte, mais il ne se souciait pas vraiment de la réalité géopolitique du moment. La question de la chute de Babylone est double. D'abord, il faudra déterminer si Samsu-Ditana perdit le pouvoir en raison du déclin intérieur de son royaume ou du fait d'attaques extérieures. Et il faudra donc analyser l'infiltration des Kassites. Globalement, on peut dire que, de même que pour la fin de l'Empire romain, on ne peut pas parler de grande invasion, et on verra comment les Kassites ont réussi à s'implanter peu à peu avant de finir par s'emparer du pouvoir. Par ailleurs, la question se pose de savoir si c'est bien un raid hittite contre Babylone qui donna le coup de grâce à une dynastie exsangue, et donc, d'une certaine manière, se pose la question de la comparaison avec le raid d'Alaric contre Rome en 410, mais vous verrez que la chronique babylonienne que j'ai citée tout à l'heure n'est plus le seul document à notre disposition pour tenter de reconstituer les événements, et donc nous y reviendrons lors du dernier cours à la mi-mars. Et pour conclure cette première séance, je voudrais brièvement vous annoncer le contenu de ce que nous allons voir. Donc, la semaine prochaine, nous aurons une séance consacrée au début de la période, c'est-à-dire essentiellement au règne de Abi-Eshour et d'Amiditana. Je vous rappelle donc que le 3e cours n'aura pas lieu le 20, mais le 27 janvier, et on essaiera de voir ce qu'on peut dire de l'administration du royaume de Babylone. Le 27 janvier toujours, on fera le bilan de ce qu'on sait sur l'armée et la vie militaire. Le 3 février, on fera une analyse de la population en montrant l'importance des réfugiés dans les limites politiques réduites du royaume de Babylone, avec à la fois des étrangers venus de territoires perdus et puis d'autres, par le biais de l'esclavage notamment, qui viennent de plus loin. La séance du 10 février sera consacrée à la région du Moyen-Euphrate, en particulier donc à ce qu'on a découvert à Haradoum. Ensuite, nous aurons 4 séances thématiques consacrées respectivement à la vie juridique, à la vie économique, à la vie religieuse et à la vie littéraire. Et on terminera donc le 16 mars avec la fin de la première dynastie de Babylone, c'est-à-dire ce qu'on sait sur les événements des règnes d'Amit-Saduqa et du dernier roi Samsu-Ditana. Et je vous remercie de votre attention.